Merci beaucoup oui, donc, pour cette invitation. C'est juste un grand honneur de faire partie de ces 10 ans. J'avoue que depuis ce matin, ce qu'on entend fait penser beaucoup et que c'est pas très évident de faire une transition sur des biomarqueurs. Même si je me souviens qu'il y a très longtemps, Alexandra m'avait mis dans le bain en me disant, tiens, tu vas nous parler des biomarqueurs. Et que ça a été un sujet qui m'a beaucoup occupée depuis presque 20 ans, on va dire. J'ai rajouté 2 diapos que j'avais enlevées à la fin sur en lien avec ce qui a été dit ce matin par Mehdi, qu'on appelle tous Mehdi maintenant, sur l'intelligence collective avec l'intelligence intégrative. Vous verrez pourquoi. Donc, il y aura un petit peu plus de poésie vers la fin. Et puis, je vais quand même devoir revenir pour vous parler de ça sur quelques éléments de contexte, des maladies dont on s'occupe dans le centre de référence leucodystrophie, pour vous expliquer quels ont été les enjeux de développement de ces biomarqueurs, mais surtout, et c'est ce sur quoi je voulais insister, c'était finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des applications cliniques? Est-ce que concrètement, ça nous aide à prendre des décisions? En essayant de vous illustrer ça dans un registre qui n'est pas que, bien sûr, sur la substance blanche, mais peut-être sur des choses qui peuvent vous intéresser plus globalement. Recording in progress. Brain Team. Recording in progress. Je crois que c'était ça qui a été dit. Alors, pourquoi l'imagerie? On va commencer peut-être par ça, et puis en répondant de façon très évidente pour voir. Bien, jusque-là, je n'apprends pas grand-chose. Pourquoi l'imagerie? Pour voir. Mais qu'est-ce qu'on veut voir et pourquoi c'est si important quand on s'occupe du système nerveux, de façon générale? En commençant par des choses très simples qui sont d'abord, dans un certain nombre de cas, la question du diagnostic, bien sûr. Alors, si on prend la substance blanche, l'imagerie va beaucoup nous aider pour s'orienter vers une maladie inflammatoire, quelque chose de vasculaire ou plutôt génétique. Donc, c'est déjà un élément important. Pour l'autre, ça va être sur la question du pronostic. Est-ce que je peux, par l'imagerie, me dire qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de se passer et dont je vais pouvoir un peu prédire la trajectoire? Ça peut être des enjeux très importants, on verra. Et je vous donnerai un exemple qui n'est pas dans mon domaine. Le côté de la détection précoce, alors ça, c'est d'autant important dans le domaine des maladies génétiques où on a accès aux tests présymptomatiques et on se demande quand est-ce que la maladie débute. Est-ce que l'imagerie peut nous aider à détecter ça? Et puis, bien sûr, pour le traitement, l'évaluation du traitement, ça va être un des marqueurs majeurs. Alors, c'est vrai que l'imagerie a une place particulière si on pense à d'autres modalités, comme tout ce qui est électrophysiologie, qui nous aide aussi beaucoup, mais qui est pour l'instant moins appliquée, sauf dans bien sûr, des données très particulières dans l'épilepsie. Évidemment, on ne peut pas se passer de l'EEG. Mais voilà, je pense que l'imagerie a cette vocation d'être quand même très, très, très générale dans ce qu'elle permet d'approcher comme question. Mais l'imagerie, ça peut aussi peut-être être pour comprendre. Alors, c'est là où ça devient plus compliqué. C'est là où il y a une interaction très forte entre la recherche et le soin. Et ça, je voulais vous l'illustrer avec quelque chose qui est déjà de revenir un petit peu plus à l'échelle cellulaire. Parce que finalement, est-ce que par l'imagerie aujourd'hui, on arrive à aborder certaines des questions fondamentales qui est qu'est-ce qui se passe en fait? On a un phénotype clinique, on a une image qui est rattachée à ça, c'est très macroscopique, mais est-ce qu'on peut arriver à un niveau plus granulaire, on va dire, de compréhension? Alors, je parle de ça qui est bon, un certain nombre de centres de référence de la filière Brain Team, hein, la biologie moléculaire, la génétique qui sous-tend les maladies dont on s'occupe. Mais ça pourrait tout à fait s'appliquer, en fait, cette image à des voies inflammatoires qui sont perturbées dans un certain nombre notamment de maladies neuro-inflammatoires. Ce que vous connaissez moins, parce que des fois, il y a cette appréhension sur la biochimie, c'est tout l'impact que ça va avoir, en fait, sur les voies métaboliques et qui vont systématiquement avoir un impact, en fait. Donc, en fait, quand on dit, bien sûr, et on fait des centres de référence pour ça, pour des maladies héréditaires du métabolisme ou autres, il faut bien avoir à l'esprit que dès qu'on va parler de fonctionnement cérébral, on va parler de métabolisme. Parce que n'importe quelle altération, qu'elle parte d'une inflammation ou d'une mutation, va entraîner une cascade sur le plan métabolique. Et la question, c'est est-ce que l'imagerie peut nous permettre de voir ça plus, par exemple, que des faux génétiques? Et la réponse est oui. Un autre niveau qu'on oublie beaucoup dans nos domaines, et j'y reviendrai vers la fin, c'est la dimension de la biologie cellulaire. Aujourd'hui, c'est un peu le problème des nouvelles connaissances. Une fois que la génétique est arrivée, qu'on a pu identifier précisément les choses, on a complètement oublié dans quel environnement elle se situe. À part si vous faites des études très précises au niveau cellulaire en recherche. Mais sinon, on oublie quand même énormément que tout ça se situe dans un environnement très particulier et que si on isole une voie sans savoir dans quoi elle se situe, on va passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, vous verrez, ce sera aussi vers la fin, il y a une dimension, et ça va aussi avec l'éducation, comment est-ce qu'on est formaté pour aller hyper spécialiser vers quelque chose pour lequel on a besoin d'être bon. Donc l'hyper spécialisation, bien sûr, est très importante, mais elle nous fait perdre dans beaucoup d'autres cas, en sciences notamment, et ici, par exemple, la dimension physique de tout ce qui se passe,
au niveau cellulaire qui va être en interaction directe, en fait, avec, par exemple, le métabolisme. Parce que tout va se passer dans ces activations de différentes voies dans un environnement. C'est un peu comme si vous achetiez une maison, vous allez vous intéresser qu'aux meubles qu'il y a dedans sans regarder l'architecture globale, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, en général, on commence par regarder l'architecture globale. Et bien nous, on oublie complètement ça, de savoir que tout ça se passe dans un environnement bien particulier. Et ça, est-ce qu'on peut l'étudier justement par l'imagerie? Ben, la réponse, c'est oui. Donc peut-être que les niveaux pour lesquels on a le plus de compréhension finalement, euh, presque au niveau cellulaire, c'est surtout le métabolisme et la physique. J'espère en tout cas que je vais vous en convaincre au fur et à mesure. Alors, je vais du coup devoir voilà, rentrer dans une maladie un peu plus particulière, mais si je ne vous donne pas les éléments de contexte, vous ne verrez pas quels sont les enjeux en fait qui sont derrière. Donc, je vais prendre le modèle de l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, où il y a ce problème d'entrée d'acides gras à très longue chaîne, donc de lipides, qui ne rentrent pas bien dans un compartiment de la cellule qu'on appelle le peroxysome, et qui va créer toute une cascade de problèmes et métaboliques et inflammatoires. Cette maladie, elle est connue sous trois angles. Elle va toucher les enfants et les adultes, mais différemment. Une insuffisance surrénalienne qui va toucher quasiment que les garçons, mais ça peut être enfant ou adulte. Une atteinte qu'on appelle la myéloneuropathie, qui va toucher que les adultes, mais hommes et femmes, bien plus fréquemment les hommes. Et puis ce qu'on appelle cette forme cérébrale inflammatoire, donc la leucodystrophie, l'adrénoleucodystrophie, qui elle touche exclusivement les hommes, mais ça peut être garçon ou donc enfant ou adulte. Alors à l'époque, quand on a essayé de trouver des biomarqueurs pour cette maladie, on s'est notamment concentré avec un ancien étudiant en thèse, Isaac Adamigou, sur une étude qu'on appelle multiparamétrique. On va regarder plusieurs choses au niveau de la moelle et du cerveau d'hommes avec une néopathie. Alors on a fait notamment, enfin Isaac a fait de la volumétrie pour aller regarder plus précisément est-ce qu'on pouvait segmenter ces différentes régions. C'est pas facile parce que justement la moelle, on a beaucoup de mal à distinguer, surtout quand elle est atrophiée, le blanc du gris. Du coup, on peut appliquer des algorithmes d'apprentissage pour pouvoir essayer d'améliorer ça, ou d'autres méthodes qu'on appelle le transfert d'aimantation, qui permet de faire basculer en fait une aimantation d'un pool d'eau libre à un tissu qu'on veut étudier. Et en fonction de comment se passe ce transfert, on a une mesure indirecte par exemple ici, le contenu en myéline. On a fait ce qui est pas facile. Juste, j'ai perdu mes diapos, je ne sais pas pourquoi, je me les remets. On a fait ce qu'on appelle, voilà, de la spectroscopie. Alors, la spectroscopie, c'est la quantification de métabolites directement à un endroit donné. Dans la moelle, c'est quand même très difficile à cause des mouvements qu'on a de la cage thoracique qui va donner beaucoup de biais de mouvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la spectroscopie n'aime pas du tout. Et donc, on a réussi à développer grâce à des collègues aux États-Unis. Et puis, il a aussi développé ces méthodes où quand on veut aller regarder ce qu'on appelle le tenseur de diffusion, donc la propagation de l'eau dans des fibres pour aller mesurer indirectement leur trophicité. Le gros problème qu'on a, c'est quand ces fibres se croisent, on perd la qualité de la mesure et donc de développer des mesures, notamment qu'on appelle de pixel-based analysis, qui permet, par des méthodes mathématiques, en fait, de faire fi de ce problème de croisement de fibres. Alors, grâce à ça, on a pu en déduire quels pouvaient être les marqueurs qui ont ce qu'on appelle la taille d'effet le plus important, c'est-à-dire ceux qu'on va pouvoir choisir, par exemple, dans des essais, parce qu'ils vont changer plus rapidement dans le temps. C'est toujours un enjeu de se dire, on a des maladies rares, on a besoin d'avoir une mesure qui bouge dans le temps, parce que sinon, quand on va vouloir déjà mesurer son côté pronostic ou l'impact d'un traitement, ben, on va avoir besoin de 1000 sujets pendant 10 ans, ce qui n'est pas réalisable. Donc, plus on a une mesure qui bouge, plus on peut limiter le nombre de sujets ou la durée d'étude. Donc là, par exemple, le transfert d'aimantation était ce qui semblait être le plus utile. Et ça, c'est beaucoup de recherches, donc, par exemple, qu'on applique aujourd'hui maintenant, y compris chez les femmes avec ces maladies et dans d'autres pathologies. Alors ça, c'est pour vous parler des développements de recherche. Vous avez tous vos techniques préférées pour voir différents aspects du métabolisme, du fonctionnel, de la structure. Mais si on revient à une question qui est essentielle pour nous dans cette maladie, c'est pas pour l'instant l'urgence de caractériser cette myélopathie, c'est surtout l'urgence de pouvoir détecter ces fameuses formes cérébrales, qui sont donc une inflammation très sévère du cerveau, une démyélinisation, avec ce message qui est malheureusement encore trop peu connu, qui est que la médiane de survie pour un garçon ou pour un homme avec cette maladie, c'est 3 ans. On savait ça chez les enfants, c'est bien pour ça qu'il y a un dépistage néonatal qui se met en place dans certains pays. On savait que c'est à peu près un tiers des enfants, mais en revanche, chez l'adulte, on pensait que ça n'existait pas. Après, on pensait que ça existait un peu. Puis maintenant, on se rend compte que ça existe peut-être chez plus de la moitié des hommes. Donc, il y a un enjeu diagnostique majeur, parce qu'il y a un enjeu vital majeur. Et là-dedans, on utilise ce qu'on appelle
la greffe de moelle osseuse, où on va aller changer le système immunitaire du cerveau, ce qui est en soi assez extraordinaire pour traiter une maladie neurologique. Pourquoi? Parce que le système immunitaire a son origine en périphérie, c'est le seul type cellulaire qui est présent en périphérie. On change les macrophages, on va changer la microglie, le macrophage du cerveau. Et pourquoi ça marche dans cette maladie? On commence à mieux comprendre. Parce que cette mutation donc, du gène ABCD1 va mettre les cellules inflammatoires dans un état pro-inflammatoire du fait justement du problème métabolique qui est sous-jacent. Et en gros, ce blocage qu'on a sur les acides gras va faire que ces cellules sont quasiment tout le temps dans un moment inflammatoire et puis à un moment donné, ça va basculer jusqu'à ce qu'on ait cette déminimisation. Donc, si on fait la greffe assez tôt, eh bien, on arrive à des résultats qui sont vraiment spectaculaires. Alors aujourd'hui, en plus, on a même des nouveaux médicaments qui sont en développement pour les patients, notamment qui ne peuvent pas avoir de greffe parce qu'ils n'ont pas de donneur, par exemple, ou parce qu'ils sont à un âge où on ne peut plus faire la greffe. Et c'est pour vous dire l'innovation aussi un peu derrière tout ça, où notamment une molécule qu'on appelle l'allériglitazone va pouvoir cibler les deux composantes très importantes de cette maladie, un, l'énergétique sur la mitochondrie, et deux, l'inflammation sur la voie NF-kappa B. Alors, je passerai rapidement là-dessus. Il y a une première étude qui, justement, a été faite sur la myélopathie et qui a été négative dans son critère primaire. Ça, c'est toujours le problème de comment on définit le critère primaire, ces fameuses histoires de taille d'effet. Le test de marche de 6 minutes, sans vouloir rentrer dans des polémiques, c'est à peu près aussi pertinent que le rotarod chez une souris. Donc, il y a des choses qu'on peut regarder beaucoup plus finement et malheureusement à l'époque qui n'ont pas été choisies en critères primaires, notamment tout ce qui est équilibre. Dans une myélopathie, quand vous regardez la proprioception, c'est bien plus sensible et moins biaisé que ce que peut être un test de marche. En plus, il y aurait d'autres raisons pour discuter pourquoi ce primaire est négatif. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que les patients qui étaient traités ne développaient pas de forme cérébrale, contrairement à ceux qui étaient sous placebo. Et ça a été pour nous un trigger de se dire, mais est-ce que finalement, ce médicament peut nous aider à arrêter l'inflammation quand la forme cérébrale est déjà là? Donc la réponse est, la question, est-ce qu'on peut, au moment où la forme cérébrale est déjà là, arrêter ce mécanisme? La réponse est oui, dans facilement plus de 2 tiers des cas. Et bien sûr, ça dépend quand est-ce qu'on traite. Plus on traite tôt, plus ça fonctionne. Donc ça, c'est des données qu'on a rapportées l'an dernier. On montre que sur l'état clinique, sur plus de 2 ans, on a quasiment une stabilité. Donc là, c'était chez 10 patients sur 13. Je vous rappelle que les patients meurent en 3 ans habituellement. Et puis, on a la même chose sur l'imagerie. Alors, ça, c'est des éléments de contexte. Vous allez comprendre le lien avec la suite maintenant. Maintenant, comment est-ce qu'on applique ce qu'on a appris en imagerie directement sur la clinique? Parce que pour l'instant, ce que je vous ai montré qu'on a développé avec Isaac, c'est surtout dans des études de recherche. Comment on arrive à répondre à cette question pour juste un patient? Voilà, j'ai mon patient, je veux savoir est-ce qu'il va faire une forme cérébrale et est-ce que surtout je vais pouvoir la traiter le plus tôt possible et le plus efficacement possible. Alors là, j'introduis du coup en gardant l'histoire du tenseur de diffusion, qui est donc cette capacité qu'on a de pouvoir voir la propagation de l'eau dans les fibres du cerveau et qui nous dit beaucoup de choses en fait. C'est un marqueur qui reflète l'inflammation, mais aussi probablement l'état métabolique. On a travaillé avec une biotech qui est partie de la PHP qui s'appelle Braintel et qui a développé en fait un système qui permet d'avoir une étude qui est calibrée, standardisée, automatisée. Et donc, vous avez finalement des valeurs pour un seul patient et non plus une étude où vous avez besoin d'un groupe de témoins ou un groupe de patients traités versus pas traités. Vous pouvez avoir votre mesure individuelle. Donc ça, c'est une avancée énorme. Il y a de plus en plus maintenant d'outils d'imagerie où on arrive à ça. Donc, ils sont allés regarder ces paramètres dans 19 régions, donc c'est quand même très large. C'est pas juste l'endroit où il y a cette anomalie sur la substance blanche. Et puis derrière, je vous donne un exemple. Là, on a un patient qu'on a greffé à un stade très précoce. Il y avait juste une petite atteinte au niveau de sa corne occipitale, donc qui commençait, qui était inflammatoire. Si vous regardez au fil d'un an ce qui se passe, vous voyez rien. Vous voyez que bon, on a arrêté son phénomène inflammatoire, mais on ne voit pas plus que ça. Si vous appliquez ce tenseur de diffusion avec cette capacité de faire une cartographie à l'échelle individuelle, vous voyez qu'il y a beaucoup de changements. À 3 mois où on a l'impression que ça explose, à 6 mois où ça s'apaise, et puis finalement les valeurs qu'on a à 1 an qui sont presque meilleures que celles qu'on a au début. Donc cet outil nous permet de voir ce que l'imagerie classique ne permet pas de voir, mais juste avec un seul individu. Donc ça, on a pu le montrer dans la greffe. Mais à la base, c'était un outil qui avait été développé en particulier par l'équipe de Louis Puy-Bassé, que vous connaissez probablement, donc en réanimation. Et ils se sont servis de ça pour pouvoir prédire quelle va être la sortie, enfin le pronostic en dehors du coma.
Alors, ils ont montré ça notamment de façon très élégante chez des patients, donc après un arrêt cardiaque. Donc, vous avez les marqueurs classiques qui sont vraiment pas très bons pour prédire justement qu'est-ce qui va se passer derrière. Et puis, quand vous rajoutez, c'est la courbe qui est tout en haut en bleu, le DTI. Enfin, bleu et rouge, c'est deux marqueurs du DTI. Vous avez une prédiction. Donc, grâce à des mesures faites juste à 7 jours, vous savez quelle va être l'outcome du patient à 6 mois après cet arrêt cardiaque. Donc, c'est extrêmement fort pour les décisions de réanimation, bien sûr, pour savoir justement vers quoi on va s'orienter. Et c'est aussi maintenant quelque chose qu'ils utilisent et qu'ils ont beaucoup développé après donc les traumatismes crâniens sévères avec des mesures qui sont faites entre 7 et 35 jours pour prédire l'outcome à 1 an. Donc, c'est pour vous dire déjà concrètement comment ce type de mesure qui va à la fois justement être un reflet de l'inflammation et du métabolisme peut aider sur la prise de décision chez un seul individu. Et ça, c'était l'état des connaissances au moment où nous, on arrive avec nos questions sur les leucodystrophies. Alors, on a déjà commencé à regarder chez les patients qui avaient été traités avec la myélopathie pour savoir si on voyait quelque chose de la conversion, parce que certains, je vous ai dit, on convertit vers une forme cérébrale, et puis même de l'effet du traitement tout court. Et là, vous avez un peu un pattern évolutif où il y a un patient qui était sous placebo, puisque c'était une étude randomisée, donc 2 pour 1, un tiers des patients étaient sous placebo. Et donc, on voit que les cartographies sont en train de s'aggraver, puis le patient passe au bout de 2 ans, comme tout le monde, en bras traité. Et là, on voit l'effet direct sur ce tenseur de diffusion. Donc, clairement, ça détecte l'effet du traitement dans un contexte comme ça qui est, on va dire, peu inflammatoire. On s'en est aussi servi avec Marianne, qui est étudiante en thèse, avec Damien Galano et moi-même, pour voir justement chez ces patients qu'on a traités en compassionnel, qu'est-ce que ça nous permet de voir. Et là, vous avez typiquement, donc je vous ai dit, il y a à peu près 2 tiers des patients qui sont répondeurs, le bénéfice qu'on a sur un an et demi de traitement, comparé à un patient qui a plus de 60 ans avec des troubles cognitifs, qui sont, on sait maintenant, malheureusement, pas répondeurs. Voilà, où on a une aggravation qui est très, très claire au fur et à mesure du temps. Et alors aujourd'hui, ça nous a amené à pouvoir faire un PHRC dont un certain nombre d'entre vous sont associés et on est vraiment ravis de ça, même si bien sûr ça met toujours beaucoup de temps à démarrer. Quand on a regardé sur la cohorte, encore une fois, de qui avait converti, on a pu identifier qu'il y avait un index en particulier, donc qui a été appelé le RD Index 19, qui lui vraiment sortait du cadre par rapport aux patients qui ne convertissaient pas. Et donc, l'hypothèse, c'est que ce marqueur pourrait nous permettre de détecter la maladie 1 an avant ce que les experts peuvent faire habituellement avec une IRM classique, qui est, sans rentrer dans des détails, pas toujours facile justement à analyser. C'est pour ça qu'on a mis en place des RCP pour essayer d'aider à ces détections précoces. Donc, c'est une étude où il y a une centaine d'hommes qui vont être inclus dans 12 CHU. Et donc, l'idée, c'est de comparer une IRM classique où vous avez cette démélinisation avec la prise de contraste. Là, c'est bien sûr un stade avancé. Est-ce que ce DTI va nous permettre de voir ça au moins 1 an plus tôt? Bien sûr, les experts qui vont évaluer les IRM seront en aveugle et on va aussi s'intéresser à d'autres marqueurs inflammatoires et cognitifs pendant 3 ans de suivi. Donc, si je résume ce que je vous ai dit là sur l'adrénoleucodystrophie, on est parti sur des questions qui étaient beaucoup de recherche. Quels pouvaient être les meilleurs marqueurs pronostiques dans le cadre d'une étude clinique, voire d'un essai thérapeutique pour détecter un effet? Et puis, on est passé à la clinique directement, comme nos collègues en réanimation, du qu'est-ce que ce DTI peut me dire aujourd'hui de j'ai la maladie qui commence, donc c'est maintenant qu'il faut traiter. Et si je mets en place un traitement que je connais comme la greffe ou que je ne connais pas comme la lériglitazone, qu'est-ce que ça me permet de dire de ce que ce traitement fait, et ça à l'échelle individuelle, ce qui pour nous est un pas énorme et qui probablement peut être appliqué à d'autres modalités. Alors, je vous donne un autre exemple, très clinique, d'une histoire assez classique pour les maladies qu'on suit. Donc, d'une patiente qui a 32 ans, qui commence à faire un petit traumatisme crânien, avoir un petit trouble de la marche. Et puis, ça va évoluer très vite parce qu'elle est paraplégique déjà sur 1 année d'évolution. Elle a ce type d'IRM qui est pas très, 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 pour nous, classique pour les leucodystrophies. C'est très souvent pris pour une sclérose en plaques. Et puis, quand on la rencontre, elle est déjà en train de marcher avec un déambulateur. Elle peut faire que 1 ou 2 pas. Et c'est l'autre leucodystrophie la plus fréquente après l'adrénoleucodystrophie chez l'adulte. C'est ce qu'on appelle la leucodystrophie myogène CSF1R. Je vous ai dit donc là, le diagnostic différentiel très important avec la sclérose en plaques. Vous avez là une autre image assez caractéristique. C'est dominant. Sa mère était morte soi-disant d'une sclérose en plaques. C'était malheureusement de la maladie à 38 ans. Mais ce qui est très difficile, c'est que la pénétrance est incomplète. C'est-à-dire que tous les porteurs n'ont pas développé des symptômes.
Alors, difficile, c'est une bonne chose bien sûr pour les familles, mais c'est compliqué pour savoir du coup qui on traite. La médiane de survie, elle est de 6 ans dans cette maladie, donc c'est un peu plus que pour les formes cérébrales de d'ALD, mais ça reste bien sûr une maladie dramatique. Et la physiopathologie n'est pas très différente parce que CSF1R va aussi intervenir dans ce switch des cellules immunitaires vers un statut pro-inflammatoire ou régénératif. Donc, par ailleurs, c'est une protéine qui est 100% dans la microglie. Donc, on avait fait à l'époque la première greffe chez une patiente avec cette maladie et qui a eu un résultat de stabilisation qui est assez impressionnant. Et maintenant qu'on rapporte chez une vingtaine de patients au niveau multicentrique, où vous avez une stabilisation, après clairement une aggravation la première année, hein, qui est importante à soulever après la greffe, mais qui du coup en fait un traitement quand même majeur. Alors la question qui va se poser, c'est que quand on voit un apparenté, voilà, qui a par exemple là 30 ans, qui est complètement asymptomatique, ben, on a une IRM qui, vous voyez, n'est pas normale. Il y a une anomalie claire de la substance blanche, mais c'est pas pour autant que la maladie a débuté. Et beaucoup de présymptomatiques vont avoir ces anomalies à l'IRM. Et puis, du coup, on se dit, bon, ben, on va suivre, hein, parce que la pénétrance étant incomplète, on va pas aller proposer une greffe qui est quand même une procédure très lourde, où on reste autour d'un taux de mortalité d'environ 5%, parfois plus, hein, en fonction du donneur. À 6 mois après, je sais pas ce que vous en pensez, mais on se dit qu'a priori, il n'y a pas d'évolutivité, donc on attend. Et on a des présymptomatiques qui vont jamais développer de symptômes avec ce type d'IRM, voire une charge lésionnelle plus importante. Donc, comment on fait pour la prise de décision? Ben, c'est là où on s'aide de notre tenseur, où ça c'est sa cartographie à la baseline, et puis vous l'avez 6 mois après. Vous voyez que globalement, avec les codes couleurs, on est rassuré, on continue de la suivre. Pour l'instant, on ne fait rien. Une autre situation, à nouveau chez une femme, dans les mêmes tranches d'âge, qui commence, elle, par des troubles cognitifs qui vont évoluer assez rapidement, en particulier avec des troubles de la mémoire épisodique, et puis qui devient démente en 2 ans, en milieu d'une grossesse, une histoire assez dramatique. Une autre imagerie qui, elle, est voilà, assez caractéristique et pour le coup, déjà avec une atteinte très sévère, c'est une imagerie typique de ce qu'on appelle une leukodystrophie métachromatique. Alors, cette personne qui est démente, malheureusement, on n'a plus aucun traitement à proposer, mais elle a un frère. Et le frère est porteur du variant homozygote pathogène. Son frère est asymptomatique. Je ne sais pas ce que vous pensez de son IRM, est-ce que vous la trouvez normale? Non. Voilà, on est d'accord qu'au frontal, hein, il y a ces petites anomalies qui nous chiffonnent, qui, bon, cela étant, avec des avis différents, hein, avaient été considérées comme plutôt normales et qu'on pouvait se permettre de continuer de la suivre comme ça en attendant de voir ce qui se passe. On fait un contrôle 6 mois après. Est-ce que vous voyez des changements comme ça à l'œil nu? Pas facile, hein, on est d'accord que c'est pas très convaincant, surtout qu'avec pas le même contraste. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre tenseur. Donc on a ça et on a ça. Alors heureusement, on n'a pas entendu. On avait lancé toute la procédure pour la greffe et entre parenthèses, il y a eu 6 mois parce que le donneur, à un moment donné, n'a pas pu donner. Donc, on l'a pas pu greffer dans les 3 mois comme on fait habituellement. Mais on voit bien, par rapport à l'autre situation, à quel point ces paramètres peuvent nous aider dans la prise de décision et à quel point ça peut être évidemment critique pour ce type d'individu, mais aussi rassurer quand on fait du pré-symptôme. Parce qu'on a du coup d'autres outils pour dire aux gens, écoutez, c'est pas juste au doigt levé qu'on va pouvoir agir. On a maintenant, justement, une façon de voir, et on le couple à d'autres choses, hein, le NFL, le neurofilament que vous connaissez bien sûr, mais c'est pour vous montrer le côté vraiment de prise de décision que ça peut nous permettre de faire. Alors, je terminerai juste sur cette modalité en vous disant qu'il y a d'autres applications dans des domaines qui vous intéressent probablement. Alors, notamment la sclérose en plaques, on voit bien l'intérêt sur la substance blanche dans les leukodystrophies. On imagine sur une maladie inflammatoire aussi, ça peut être très intéressant. Il y a des études en cours actuellement dessus. Sur l'AVC, pour aller regarder de l'autre côté de où se trouve justement la lésion. Parce que probablement que ce qui va aider dans la récupération de l'AVC, c'est d'avoir les marqueurs du tenseur de l'autre côté. C'est-à-dire globalement, quelle va être la trophicité globale du cerveau, pas juste là où il y a eu la souffrance, mais de façon contralatérale. Et ça a l'air d'être un très bon marqueur de récupération du stroke. Quelque chose de même plus global, c'est maintenant une question qui est en train d'être développée par l'équipe de Louis Puy-Basset en particulier, sur ce qu'on appelle, alors nous, j'ai mis la leucoencéphalopathie vasculaire parce que nous, le mot de leucoariose, je ne sais même pas comment on peut le dire, on n'aime pas du tout parce que c'est souvent des diagnostics différentiels de leukodystrophie, on n'aime pas ce terme un peu fourre-tout d'anomalie de la substance blanche.
Mais chez les patients qui ont, avec l'âge, avec un peu d'hypertension, avec un peu de diabète, qui ont tous ces petits anomalies de la substance blanche, on ne sait pas quoi en faire. Ben, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est que le tenseur peut en gros vous dire quelle est votre réserve cérébrale. Et ça va être très important pour n'importe quelle prise de décision à un certain âge, pour une chirurgie, pour qu'est-ce qu'on peut espérer de ce qui va se passer derrière. Au point que Louis dit, je le cite, bah, pour nous, ce tenseur, ça devient comme l'échographie pour le cardiologue. C'est-à-dire quand vous allez faire une chirurgie, vous allez mesurer la fonction d'éjection du ventricule. Si elle est à 20%, voilà, c'est clairement pas très bon pour le pronostic de comment l'opération va se passer. Bah, si votre tenseur vous montre qu'au-delà de l'imagerie, vous avez une atteinte très diffuse, la sortie va être très compliquée sur le plan cognitif, la récupération, quelle que soit la chirurgie dont on parle. Donc, ça peut être une façon d'évaluer l'atrophicité plus globale du cerveau et qui va mesurer beaucoup d'éléments, en particulier métaboliques. Donc, je vous encourage à pouvoir y penser dans vos modèles de maladies. Je n'ai pas développé parce que c'est moins évolué, mais il a commencé à le regarder dans le Parkinson aussi. Donc, sur des maladies neurodégénératives, des maladies inflammatoires, sur le coma, enfin, vous voyez, les applications sont très larges et la modalité est assez simple, en fait, hein, à utiliser. Alors, je voudrais terminer sur du coup, des questions sur est-ce qu'il y a d'autres modalités d'imagerie auxquelles on peut réfléchir qui auraient déjà des applications presque cliniques, on va dire. Alors, je vous ai mis ici je trouve, jolie illustration de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Donc, ce qui se passe entre nos cellules, qui, comme toutes ces choses qu'on ne voit pas, parce qu'à l'époque, quand on faisait la microscopie optique en particulier, on écrasait bien sûr les cellules, donc on ne voyait que les jonctions entre cellules et on enlevait en fait cette dimension de ce qui était entre les cellules. Et grâce à la microscopie électronique et ses avancées, les choses ont changé. Mais la matrice extracellulaire, c'est 20% de nos tissus. Donc, 20%, enfin, c'est loin d'être négligeable. On se dit, bah, ce qui est entre les cellules, à quoi ça sert? Ça a un rôle majeur et notamment sur tout ce qui est la rigidité testiculaire. Et c'est là où vous allez comprendre que c'est important d'être souple, hein, pas juste pour accueillir des nouveaux concepts en termes de plasticité cérébrale, mais plus globalement. Que si on vous dit de faire du yoga, du sport, etc., ça a un sens, notamment pour cette dimension-là. Alors, pour vous illustrer à quoi sert la matrice extracellulaire et comment ça peut driver la fonction des cellules, je vais vous donner un exemple d'une conférence qu'on a eue d'un chercheur qui avait été invité à un symposium qu'on a lancé pour comprendre les liens entre physique et métabolisme. Je vais vous reparler à la fin. Et donc, Kevin Chalut, qui travaillait à l'époque à l'université de Cambridge, s'est intéressé au rôle de la mécanique dans la régénérescence, la neurorégénérescence, à partir de la matrice extracellulaire. Et une des questions qu'ils avaient, qui n'était pas nouvelle, bien sûr, c'était dans ce qu'on appelle les progéniteurs oligodendrocytaires, les OPC, typiquement vont cesser de proliférer, de se diviser avec l'âge. Vous avez des marqueurs d'OPC nouveau-né versus âgé. Vous voyez que ça arrête de proliférer. Jusque-là, je ne vous dis rien de très surprenant. Avec le vieillissement, ça se multiplie moins. D'accord. La question, c'était qu'est-ce qui explique ça? Alors, avec l'angle du moléculaire, on a tous, on va aller regarder des tas de variants, des tas de facteurs biologiques. Et donc, ils sont allés chercher des screens pour expliquer ça, en fait, sans rien trouver. Et puis, à un moment donné, la question est venue de se dire, mais c'est peut-être pas moléculaire. Peut-être qu'il y a autre chose qui drive ce problème de régénérescence. C'est peut-être le tissu dans lequel ça se situe. Et là, c'est pour vous montrer comment évolue la matrice extracellulaire avec l'âge. Vous voyez qu'on a tendance à se rigidifier beaucoup. On le sent dans les articulations, on le sent partout. Mais c'est aussi ce qui se passe entre nos cellules. Et l'hypothèse, c'était, est-ce que c'est cette rigidité qui fait que les cellules prolifèrent moins plutôt que je ne sais quel facteur génétique qui est moins bien programmé? Et du coup, la question, c'était, est-ce qu'on peut tester ça et pour relancer la régénérescence? Alors, ils sont allés faire des expériences sur des cellules d'OPC, donc jeunes ou âgées, avec différentes modalités donc, de tissus support, en particulier là, le classique qui montre une grande différence entre les nouveau-nés et âgés. Et puis d'un coup, ils ont changé, ils ont mis des gels mous dans lesquels ces cellules donc, ont été cultivées. Et vous voyez que même avec des OPC très âgés, ça rebooste comme des cellules de bébé qui sont complètement capables de regrouper leur régénérescence. Et ça a été vérifié aussi sur le plan moléculaire, c'est-à-dire que c'est tout le patrimoine génétique, en fait, tout en RNA séquencing, qu'ils ont regardé ça. Le génome est réorienté comme des cellules de bébé, encore une fois, avec toute leur capacité proliférative.
Alors évidemment, vous allez me dire, ah, c'est génial, mais alors, on va traiter le vieillissement. Comment on va faire pour aller remplacer maintenant nos tissus extracellulaires? Comment voilà, on va s'injecter des choses, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'ils sont allés montrer, c'est que par exemple, si on arrive à faire une inactivation, on appelle les mécanorécepteurs. Alors les mécanorécepteurs, c'est prix Nobel de médecine 2021. Un mot qui est connu, par exemple, c'est piezo 1. Donc c'est ce qui permet de sentir la pression, le toucher et de le convertir dans un signal dans la cellule. Hein, il y a une raison pour laquelle vous sentez la température, vous sentez le vent, vous sentez, c'est la mécanobiologie, la mécanotransduction. On a identifié ces récepteurs chez l'humain. Eh ben, si vous inactivez ce récepteur, la cellule ne sent plus dans quel tissu elle est. Donc même si c'est très raide, elle ne le sent pas, elle continue de proliférer. Donc un knockdown, ce qu'on appelle une inactivation de piezo 1, permet exactement la même chose que si vous mettez un gel mou. Alors, évidemment, ça ne va pas être si simple que ça de faire une activation. Est-ce qu'il y a des effets secondaires prévisibles? C'est juste pour montrer que dans le concept, ça donne beaucoup à réfléchir sur comment on peut aller moduler cet aspect de ce qu'on appelle de mécanobiologie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a qui se rapproche un petit peu, non pas de ces approches de mécanomédecine, mais d'études directement de la physique de nos tissus. Alors il y a ce qu'on appelle l'élastographie par résonance magnétique. Alors l'élastographie, vous connaissez un peu, par ultrason, j'en parlerai aussi brièvement, quand on mesure aujourd'hui la fibrose simplement du foie, au lieu d'aller faire des biopsies hépatiques, on suit des patients par élastographie. C'est une très bonne mesure de la rigidité ou de la souplesse d'un tissu. Eh bien, on peut faire la même chose donc par résonance magnétique. Le principe, c'est d'aller appliquer des ondes de cisaillement avec une source de vibration externe qui vont du coup aller tester les propriétés physiques du tissu. Et donc, vous renvoyez une cartographie qui est de la rigidité, en fait. Alors, c'est déjà utilisé en pratique individuelle, en chirurgie. Pour ceux qui sont dans la neuro-oncologie, vous devez probablement connaître. Là, c'est par exemple un exemple sur les schwannomes vestibulaires, où en gros, en fonction de la rigidité du tissu autour de la tumeur, donc vous avez deux exemples ici, avec à gauche un tissu qui est autour de la tumeur qui est très rigide, versus qui est beaucoup moins. Déjà, quand vous faites l'imagerie avant, l'élastographie avant l'opération, en fait, ça vous prédit les difficultés de résection que vous allez avoir de la tumeur. Donc, déjà, en termes de prédiction du succès de la chirurgie, c'est très utile, mais c'est aussi directement corrélé, en particulier là pour les schwannomes, au pronostic auditif. Donc, vous avez, vous voyez en rouge par rapport à, là, sur la perception notamment des sons qui sont de faible intensité, une différence Mais majeure on peut parler de biomarqueurs à l'IRM, mais je ne sais pas pourquoi elle donne cette. en fonction du tissu sur lequel vous travaillez. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les chirurgiens ORL aujourd'hui se servent déjà de ces approches pour prédire quel va être le devenir du patient post-chirurgical et bien sûr aussi des méthodes qu'ils vont avoir d'approche. Une autre application qui est là ici très récente, hein, c'est un papier d'il y a quelques semaines, c'est dans la maladie d'Alzheimer. Alors, vous avez en haut là l'étude de la rigidité par élastographie MRI chez des individus donc âgés, mais qui n'ont pas de troubles cognitifs. Et vous avez en dessous, donc chez des individus avec une maladie d'Alzheimer du même âge. Et vous voyez la grande différence sur la rigidité. Alors ça, vous allez me dire, OK, donc c'est pas tout à fait... La rigidité change avec une maladie dégénérative. Mais ce qui est intéressant, c'est que en termes de prédiction du déclin cognitif, le MRI est beaucoup plus prédictif aujourd'hui que le PET amyloïde ou les marqueurs de tau ou d'A-bêta. Ça veut dire que la rigidité de votre tissu cérébral prédit votre réserve. Comme tout à l'heure, je vous disais, le DTI va prédire comment vous allez sortir de chirurgie en fonction de autres facteurs de risque que vous pouvez avoir d'hypertension ou de diabète. Donc, les propriétés métaboliques slash inflammatoires, les deux étant très reliés, et les propriétés physiques du cerveau ont un impact majeur sur l'évolutivité de, finalement, toutes les maladies qu'on regarde dans Brain Team. Alors, on peut faire ça par aussi donc ultrasons, pareil, avec le même principe d'appliquer des ondes de cisaillement et d'aller mesurer ce qui se passe. Le problème des ultrasons, c'est le crâne, c'est-à-dire l'os qui fait barrière. Donc ça, c'est ce qui limite aujourd'hui, pour l'instant, les applications chez l'homme, mais ça se développe. Et donc, une voie qu'on a assez facile, c'est la voie temporale, qui permet quand même de commencer à appliquer ces méthodes. Et là, je voulais juste vous montrer cet exemple pour vous insister sur la question du couplage entre métabolisme, vasculaire et physique. Là, ce qui a été demandé à ces sujets sains, ça a été de faire ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Vous savez, vous bouchez les oreilles, là, et vous augmentez la pression d'un coup au niveau intracrânien.
Bah, quand vous faites ça, vous avez une augmentation immédiate de la rigidité du tissu au niveau temporal où la mesure a été faite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est pas encore publié, sans donner plus d'informations sur quel groupe et quelles recherches sont faites autour de ça. Mais aujourd'hui, il y a des chercheurs en France qui sont en train de montrer que quand vous stimulez une région cérébrale, vous avez une augmentation du flux vasculaire. Jusque-là, c'est normal parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan métabolique que vous activez. Et ben, ça augmente immédiatement aussi, ça change immédiatement aussi la rigidité du tissu. Donc, il y a vraiment un couplage immédiat entre l'activité, le métabolisme et la physique. Et donc, c'est là où je termine sur une note un petit peu plus poétique, si je peux dire, qui est de vous inviter au prochain symposium qui va avoir lieu à l'ICM le 7 novembre, où on va réitérer ce qu'on a fait en juillet, c'est-à-dire la rencontre entre des physiciens, entre des chimistes, des neuroscientifiques, pour justement, autour des fonctions cérébrales, comprendre les interactions, les connexions qu'il y a nécessairement, en fait, hein, et que, voilà, qu'on a besoin d'étudier ensemble. Je vous donne un petit avant-goût du programme, hein. On va avoir une astrophysicienne qui va ouvrir le symposium, qui va nous parler des évolutions entre l'univers primordial et la pensée humaine. Je peux vous dire que c'est un sacré voyage. On va parler de la physique du trafic cellulaire, de la neurotransmission, mais on va aussi avoir de la musique. Et c'est là où je reviens sur voilà, le topo qui nous a tous éblouis ce matin de Mehdi, mais aussi sur des domaines de l'ancrage cognitif que Philippe Damier a aussi abordé, qui, voilà, je trouve, était très en lien avec tout ça. Ça, c'est une photo des romantiques de Jena, pour ceux qui connaissent, en Allemagne, où à la fin du 19e, il y avait ces rencontres entre des poètes, entre des philosophes, entre des scientifiques, qui se réunissaient pour penser les grandes questions, en particulier du vivant. Les Grecs ont fait la même chose avant. Vous savez que les mathématiques ont été pensées à partir de la musique. Et donc, ça revient sur cette question, au-delà de l'intelligence collective, qui est de cette intelligence intégrative, qui est tellement nécessaire pour qu'on avance dans ce qu'on développe, et parce que tout ce que je vous ai montré tout à l'heure en développement clinique, ça vient des ingénieurs qui ont bien sûr permis ces développements-là, des mathématiciens qui ont permis d'automatiser toutes ces mesures. Et donc, l'idée, c'est, en illustrant ça par les sciences cognitives, par rapport notamment à la question de l'interdisciplinarité qui a déjà été beaucoup soulevée aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'était un plaisir de faire le lien avec ça. Ça, c'est une étude qui est très sympa, je trouve, où on part d'un mot, où on a demandé aux gens de faire des associations à partir du mot qui était donné. Alors, quand vous restez dans la même couleur, c'est qu'on est à peu près dans des domaines sémantiques assez proches. Et puis, quand vous êtes sur d'autres couleurs, c'est que c'est un domaine sémantique qui est très différent. Et donc, vous avez deux exemples. Là, vous en avez au centre des groupes de personnes qui ont tendance à rester dans les mêmes domaines sémantiques, qui vont pas très loin sur les autres couleurs, et puis d'autres, au contraire, qui sont en train d'associer. Alors, si vous voulez faire des analogies sur certains politiciens aujourd'hui, sur la qualité sémantique, hein, rien que du langage qui est utilisé, ça vous donne un petit peu une idée. Je pense que ça, c'est encore un petit peu trop riche pour certains. Et puis, alors, vous voyez derrière, qu'est-ce qu'il y a en termes de créativité, hein, entre ceux qui sont des participants voilà, peu créatifs versus des profils très créatifs. Et donc, plus vous allez changer de domaine sémantique, plus vous allez être dans des choses que vous ne connaissez pas, en plus vous allez être créatif. Et donc, c'est pour ça que quand on a pensé Symposium en disant on va faire venir des physiciens pour reparler avec eux, pour comprendre des choses très pratiques qui existent déjà aujourd'hui dans des modalités qui nous intéressent, mais aussi des médecines physiques. Parce qu'on parle je vous ai parlé de choses complexes sur la matrice extracellulaire, mais il y a des choses très simples dans des médecines bien plus anciennes que les nôtres qui sont des médecines physiques aussi. Mais l'idée, c'est aussi peut-être de décompartimenter entre la science et l'art, de se dire, voilà, certains sont bons pour le dessin et la musique, et puis d'autres, c'est plutôt pour les mathématiques. C'est les mêmes types de cloisonnement, voilà, qui font que malheureusement, on n'est pas encouragé à avoir cette pensée associative. Et j'ai beaucoup aimé donc la question de l'ancrage cognitif, parce qu'on met de la musique, notamment au sein de ce symposium, dans l'idée de se préparer à penser différemment la science qu'on va recevoir derrière. Voilà. Tant comprendre encore totalement aujourd'hui ce qu'on fait, pour être très honnête. Mais bon, plus vous y participerez avec nous, plus ce sera l'occasion de grandir ensemble dans ça, puisque chacun a sa petite pierre à apporter. Voilà, donc je terminerai en remerciant bien sûr beaucoup les membres de mon équipe qui participent à mener toutes ces études et qui sont déjà très pluridisciplinaires, les étudiants dont je vous ai montré les données. Et puis voilà, Violetta Zujovic qui est neuroimmunologue. C'est un plaisir aussi de pouvoir travailler dans un domaine que je découvre.
et les financements qui nous ont permis de faire ça. Merci beaucoup.